on démarre. Je vais aller fermer une application Excel. Et je vais en ouvrir une autre. Dans le fond, je me rends compte que tantôt, lorsque vous ne voyiez pas le fichier, c'est parce que la mémoire devait être pleine, là. Je vais maintenant pouvoir vous partager le fichier sommaire annuel. Alors, à l'écran, vous devriez voir une feuille de travail inscrite là, avec intitulée sommaire annuel. Est-ce que vous voyez bien ça? Oui. Parfait. Oui. Alors donc, ce sommaire annuel-là, je l'ai ventilé par mois et je l'ai aussi sur 12 mois un peu plus bas. Alors, par mois, ce que je transpose, ce que j'écris, j'écris simplement les montants, la somme des dépenses et la somme des revenus pour chacun des mois. Alors donc, ça me donne l'information, ça me donne l'écart qui est là. Et vous voyez que les dépenses que j'ai faites, comme j'ai acheté un CELI, alors j'ai ventilé ce qui n'est pas des dépenses courantes. Alors, ça, le total qui est ici, normalement, peut comprendre des dépenses qui sont des dépenses courantes plus des achats que j'aurais fait. Alors, ici, je ventile dans les colonnes F à I, je ventile mes dépenses qui sont des dépenses non courantes. Donc, l'achat de mon CELI. Et un peu plus tard, vous voyez que j'ai acheté une thermopompe. Alors, ça, ici, vous voyez que j'ai pris la peine de le noter parce que ça influence les informations. Et à droite, j'ai l'information sur mes dépenses courantes. Alors, si c'est un surplus, ça va être en vert. Et si c'est un déficit, ça va être en rouge. Alors donc, à chaque mois, je peux voir rapidement que j'ai un surplus. J'ai donc plus de revenus que de dépenses, sauf un mois, le mois où j'ai acheté la thermopompe, où là, j'ai un déficit. Mais je considère que personnellement, c'est correct parce que c'est un achat à long terme. Voilà. Maintenant, ces informations-là, je les entre au fur et à mesure à la fin de chaque mois. Et je vais vous faire un exemple. Mettons, si après 4 mois, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous effacer les lignes qui sont là. Dans le tableau du bas, vous voyez que j'ai la projection sur 12 mois, mais une fois que mes 12 mois sont entrés, ça devient mon sommaire annuel. Mais si, mettons, après 4 mois, si j'efface les lignes pour les mois de mai à décembre, vous voyez que j'ai mes dépenses mensuelles, la moyenne mensuelle qui est inscrite à la ligne 18 est reportée ici à la ligne 26 et je peux faire une projection sur 12 mois. Alors, sur 12 mois, ça va me donner, je devrais avoir un total de dépenses de 31 000 et des revenus de 41 000. Le téléphone sonne. Un instant, s'il vous plaît, je vais tenter de demander le report. Oui, allô? Oui, je suis en formation. Est-ce que tu pourrais rappeler plus tard? Merci. Alors, désolé pour cette interruption. Alors, donc, le sommaire, ça me fait une projection de mes dépenses et de mes revenus annuels. Et à la fin de l'année, alors donc, j'ai mon résultat annuel. Alors, ça me permet de voir l'ensemble de mes revenus, l'ensemble de mes dépenses. C'est ça. Alors, et la proportion de mes dépenses courantes. Alors, ça me donne ça. Alors, c'est un petit sommaire. Maintenant, j'ai un autre sommaire dans l'onglet année. Excuse-moi, Bernard, quand tu dis ta proportion de tes dépenses courantes, là, oui. Ça, c'est ce qui est, c'est les engagements plus les dépenses qui sont variables, c'est bien ça? Les dépenses variables courantes, exemple l'épicerie ou ces choses-là. Les dépenses courantes, ça exclut les engagements, là, tu sais, les taxes et l'hypothèque et tout ça, là. Non, ça c'est les engagements sont des dépenses courantes. Les dépenses. D'accord, c'est ça. Je voulais juste vérifier si ce que tu mettais, ce qui était inclus dans tes dépenses courantes. C'est ça. Dans les dépenses courantes. C'est l'ensemble de tes dépenses, finalement, soit les fixes et les variables, que tu compiles là, dans cette... C'est ça. Oui, en gros, je peux dire que les dépenses non courantes excluent les placements, les achats de biens à long terme et les projets particuliers. Exemple, si j'ai un projet de rénovation, si j'ai un projet de voyage, ça ne sera pas partie de mes dépenses courantes, à moins que je décide que
à chaque année, j'ai un budget voyage et D'accord. je l'inclus comme étant une dépense courante. OK. Alors, c'est à moi à décider. Mais moi, de mon côté, j'ai choisi de le mettre à part. Ouais, je comprends bien. Non, c'est ça parce que je voyais que ton montant de dépenses dans ta colonne B était évidemment différent de celui des dépenses courantes dans la colonne I. Je voulais juste être certaine de bien comprendre ce qui était inclus ou exclu là, de ta colonne dépenses courantes. Je te Parfait, c'est remercie. bon, c'est C'est bon. beau. Alors, ça, c'est le sommaire mensuel par mois, mais j'ai aussi le sommaire annuel. Le sommaire annuel, il est, là, je vais vous agrandir les caractères. S'il vous Il est plaît. fait à partir des fonctions de Excel. Alors, ce que j'ai fait pour obtenir un résultat comme celui-là, je vais vous le décrire un peu. Dans le fond, vous pouvez reconnaître les colonnes qui proviennent du fichier de suivi des transactions qu'on a vu tantôt. Alors, on a la colonne numéro de compte, la catégorie budgétaire, la colonne retrait, dépôt, et les colonnes suivantes, ce sont des colonnes que j'ai rajoutées pour calculer des sommes, des pourcentages de façon plus pour l'ensemble de l'année. Mais c'est les colonnes de A jusqu'à I, ce sont des colonnes d'informations qui proviennent du suivi des transactions, de l'onglet, c'est la somme des dépenses qui sont inscrites, des revenus des dépenses qui sont inscrites dans l'onglet Opérations et dans l'onglet Visa. Alors, la somme de tout ça est agglomérée et est résumée ici à l'aide des fonctions de tri et de regroupement de Excel. Alors, là, ce qu'on Dans voit, quelle colonne tu dis que ça se trouve? Je m'excuse. Dans euh, quelle colonne que ces informations-là se retrouvent? dans les Non. colonnes A jusqu'à I, vous voyez d'ailleurs qu'il y a des colonnes entre B et G qui ne sont pas affichées. Je vais vous Ah, les afficher. OK. Alors, ces colonnes-là ici, elles sont vierges parce que ce sont des colonnes de sous-totaux. Mais si je fais afficher, là, actuellement, on voit des sous-totaux par catégorie. Si je fais afficher le total général, bon, plutôt le numéro 3, ça va être l'ensemble des dépenses. Alors, tous les revenus et toutes les dépenses individuelles sont toutes listées. Vous les voyez dans les colonnes C jusqu'à G, C jusqu'à F. Les informations ont été recopiées. Ça vient des deux onglets du fichier suivi budgétaire. Alors, ce sont là, mais moi, pour mon côté, je n'ai pas besoin de les faire afficher si je n'ai pas besoin de les voir au complet, donc je peux les masquer. Je les masque. Ça me permet de voir avec les trois boutons à gauche, là, je ne sais pas si vous les voyez bien, c'est les boutons Ouais. 1, 2 et 3. Ça nous permet de faire afficher le sommaire général, donc le grand total des revenus, grand total des dépenses, ou au deuxième niveau par catégorie, donc catégorie habitation, catégorie mobilier, nourriture, etc. Vous voyez les sous-totaux pour l'année. Et le numéro 3, ben, ça inclut toutes les dépenses euh, euh, qui sont effectuées au jour le jour, si vous voulez. Alors, je vais vous les réafficher. Elles sont toutes là. Donc, pour mon assurance habitation, vous voyez que j'ai 12 lignes d'information, une par mois, le 25, qui se correspond au montant du paiement de mon assurance habitation. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est fait automatiquement à l'aide des fonctions de tri, sélection et regroupement de Excel. Alors, ce sont des fonctionnalités que ça vaut la peine d'apprendre si on ne les connaît pas pour pouvoir faire rapidement des sommes, des moyennes et des calculs un peu plus complets là, sur des ensembles de données. Alors, je ne sais pas, juste euh, je vais vous poser la question tantôt si vous utilisez ou si vous les connaissez, si vous ne les connaissez pas, si ça vous intéresse de les apprendre. Alors donc, ces colonnes-là, de A à I, proviennent du suivi des transactions qui ont été regroupées et qui ont été traitées. Ce qui est important que vous sachiez, c'est que les regroupements qui sont faits dans la... bougez pas. Si je n'ai pas affiché la colonne B, je vais vous afficher la colonne B. Voilà. Masqué.
les regroupements ils sont faits où les informations sont triées non pas par ordre de date, mais sont triées par ordre de catégorie. Alors, ce qui veut dire qu'entre la façon de faire, lorsque je regroupe les données provenant des deux onglets Opération et Visa, les transactions sont listées par ordre de date. Et ce que je veux ici, c'est les regrouper par catégorie pour avoir les montants totaux par catégorie. Alors, pour savoir combien ça m'a coûté en nourriture pour l'année, exemple. Alors, et pour ça, bien, il y a des opérations qui sont faites de façon automatique dans Excel. On demande, dans une fenêtre qui nous est présentée, le tri à l'aide c'est ça, avec une colonne ou deux colonnes ou trois colonnes, et il va nous retrier l'ensemble des informations dans l'ordre qu'on a choisi. Et on peut appliquer ensuite des fonctions de calcul, la somme, la moyenne, le nombre, ce genre de statistiques-là qui sont produits automatiquement et qui sont affichées. Dans les colonnes qui sont les suivantes, là, vous voyez que j'ai affiché là, les montants que j'ai placés dans la colonne J, ce que j'ai décidé de mettre en épargne. Et dans la moyenne mensuelle, vous voyez que c'est simplement une formule que j'ai inscrite. Après avoir fait la somme avec les fonctions d'Excel, je voulais avoir la moyenne mensuelle, moyenne hebdomadaire, moyenne quotidienne et le pourcentage des revenus. Donc, j'ai donc placé ces formules-là, mais je le fais une fois par année et c'est très facile à faire. Si on connaît bien les formules, ça prend 10 minutes et c'est fait. Et ce qui ça me permet aussi de voir ce que moi j'appelle ma vie courante, combien ça m'a coûté en dépenses. La dépense, par exemple, à thermopompe et la vie courante. Donc, ma vie courante m'a coûté cette année-là 28 000 $. Voilà, sur l'ensemble. Alors, vous voyez, c'est assez... On peut appeler ça le coût de la vie? Oui, c'est mon rythme de vie, mon style de vie, mon train de vie. Mon train de vie, je dirais. Train de vie. Oui, c'est ça, train de vie. Ouais, Pour utiliser un terme qui est utilisé dans les planifications financières. C'est ça. Alors, c'est à peu près ça. Ça correspond à ça. Alors donc, c'est un peu le résumé de ce que je fais. Ensuite, exemple, moi, j'aime bien ça, suivre les dépenses que je fais avec ma voiture. Pourquoi ça? Parce que ma voiture, j'ai tendance à la garder longtemps et je veux vérifier à chaque année combien je mets en entretien et est-ce que les dépenses que je mets en entretien sont rendues tellement hautes que ça vaut la peine de changer de voiture. Alors, pour répondre à cette question-là, il faut que j'en fasse une vérification. Alors, j'ai un onglet que j'ai appelé l'onglet transport dans lequel j'ai recopié toutes les dépenses qui sont reliées au transport pour cette année-là. Encore là, je les ai regroupées avec les fonctions d'Excel. Et je peux donc voir que je vais vous agrandir l'information. Alors, pour mes dépenses d'entretien mécanique, j'en étais à 1 154 $, entretien de carrosserie 224, immatriculation, essence. Alors, vous voyez que le total de mes dépenses est ici. Alors, pour ma voiture. Alors, c'est une façon que j'ai, moi, de prendre ma décision. Est-ce que c'est le temps de changer de voiture à cause des frais d'entretien qui sont rendus trop élevés ou pas? Alors, en moyenne, tu la gardes combien d'années, ta voiture? Bien là, ma voiture actuellement est là 13 ans. Et j'ai fait mon évaluation parce que là, j'avais une décision à prendre. Est-ce que je fais réparer la rouille sur la carrosserie ou si je la conserve? Alors, j'ai donc, vous ne savez peut-être pas ça, mais j'ai un autre blog que ceux que vous connaissez, un blog qui s'appelle Compare Auto, dans lequel je réponds à une douzaine de questions portant sur les coûts d'acquisition et d'utilisation d'un véhicule. Alors, 12 questions qu'on se pose, comme par exemple, est-ce que c'est plus avantageux, si j'achète une voiture, est-ce que c'est plus avantageux de l'acheter ou de la louer à long terme? Alors, ce genre de questions-là, j'ai des grilles de calcul qui permettent de répondre très spécifiquement à ces questions-là. On entre nos données, puis les résultats se calculent automatiquement. Et j'ai donc un onglet sur les coûts d'utilisation et la comparaison entre est-ce plus avantageux de conserver ma voiture ou de la changer. Alors, donc, j'ai un onglet spécifique pour ça. Alors, j'entre mes informations, puis il me donne les résultats. Dans quel fichier que tu as ça? Ça serait intéressant. C'est un blog qui s'appelle Compare Auto. Je pourrais vous envoyer le lien tantôt si vous le souhaitez. Sûrement.
Ça OK. m'intéresse. Moi aussi. J'allais juste dire une chose complémentaire. Moi aussi, je garde mes voitures un bon bout de temps jusqu'à temps qu'ils me perdent dans les mains. Là. Mais je prends comme précaution de faire examiner ma voiture à tous les 2 ou les 3 ans, par exemple, par CAA. Il y a des centres de vérification de la mécanique qui vous permettent de dire, ben, regarde, est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux, c'est encore fiable, pas fiable, qu'est-ce qu'il y a à faire dans les prochaines années, qu'est-ce que, au point de vue mécanique. C'est disponible, centre d'évaluation, vous allez voir ça là, sur les autos. Là. Ceux qui sont membres de CAA, vous avez une ristourne de 40 par rapport au coût que ça peut coûter. C'est sûr, Pierre Bertrand, un peu plus haut que Pierre Bertrand. Puis ça fonctionne très bien, je l'ai déjà fait. Ça coûte une centaine de dollars à peu près, mais ça vous permet de dormir tranquille ou de savoir ce que vous allez avoir à faire au point de vue entretien mécanique, puis ce que ça peut coûter comme pour garder votre véhicule en santé. C'est une excellente remarque, Denis. C'est sûr que si on choisit de conserver notre véhicule longtemps, je pense que ça vaut la peine d'investir pour s'assurer qu'elle est sécuritaire. Alors, investir dans des inspections, soit par le CAA, soit par un concessionnaire ou un autre garagiste, c'est très important pour s'assurer qu'on peut faire un voyage sans faire de cauchemar. Oui, j'aime bien l'évaluation qui soit indépendante. Là. C'est pour ça que les évaluations d'un garage, j'aime autant faire affaire avec un organisme qui n'a pas de conflit d'intérêt. C'est ce qui est indépendant. Indépendant. C'est ça. C'est ça. La sécurité, dans le fond, il n'y a pas de compromis à faire avec ça. Hein? Alors, c'est ça. C'est une bonne suggestion, Denis. Est-ce que, excuse-moi Bernard, est-ce que ton chiffrier, il permet de décider si on doit acheter usagé ou neuf ou il compare juste location et achat? Il compare si tu veux acheter une voiture neuve ou une voiture usagée aussi. OK. Il y a aussi cette possibilité-là. Il y a une douzaine de questions comme ça qui sont répondues ou qu'on peut répondre à l'aide de grilles de calcul. Comme par exemple, est-ce que c'est plus avantageux de prendre, si, mettons, j'achète ma voiture, est-ce que c'est plus avantageux de faire un prêt auto avec mon institution financière ou de choisir le prêt auto qui m'est proposé par le concessionnaire ou de prendre moi-même l'argent depuis mes propres épargnes pour financer l'achat de ma voiture. Alors, ça compare les trois. Alors, donc, vous avez toujours la possibilité de faire un meilleur choix si vous prenez la peine d'examiner les questions qui sont posées et d'entrer vos données puis de voir le résultat. OK. Je vais vous envoyer ça. Merci. Je vois qu'il y a un intérêt aussi pour... Tu sais, je ne suis pas le seul à avoir cet intérêt-là de faire des bons choix de consommation, même si les questions, les calculs à faire sont complexes. Souvent, c'est un bel exercice mental, exercice pour faire travailler nos méninges, que de trouver des réponses. Il y a une façon de calculer qui va nous permettre de trouver des réponses à des questions. Alors, j'allais rajouter une chose, c'est que pour ceux qui sont manuels, enfin, hommes ou femmes, c'est sûr que des réparations sur une carrosserie, ça peut se faire aussi. Il y a tout ce qu'il faut sur le marché à l'heure actuelle, la peinture. Ils vous disent comment faire. Il y a des sites spécialisés là-dedans. Il y a vous pouvez acheter en ligne la peinture, la couleur que vous avez, tout le matériel nécessaire pour être capable de faire des réparations qui sont légers, là. Mais c'est intéressant à savoir que ça. Moi, je l'ai fait moi-même. Excellent. Excellent. Denis, oui. Si tu as des sites à nous suggérer, tu as notre adresse courriel, moi, je serais intéressée parce que moi aussi, j'ai une voiture que je garde longtemps. Là. Ah oui? Et c'est ça, là, au niveau de la peinture, évidemment, vous savez comment c'est, là? Vous on se fait égratigner, on se fait, tu sais, dans les stationnements. Oui. Ou de la petite rouille qui apparaît à quelque part à un moment donné, là, puis vous demandez quoi faire avec avant que ça soit trop tard, là, parce que la rouille, à un moment donné, ça finit par percer. C'est facile à modifier ou à réparer de la peinture, puis c'est pas compliqué, c'est des canettes avec la bonne couleur, puis je
je sais que les femmes, c'est des vrais artistes. Si vous êtes capable de faire des réparations. En tout cas, moi, j'en Ça ai peut pas fait, être là. pire que ça peut pas être pire que des spots de rouille qui Ben, veulent c'est ça. s'agrandir, Puis, là. si vous avez une voiture de 15 ans ou de 16 ans comme moi, là, c'est quand même qu'il y aurait une petite coulisse de peinture. C'est pas tellement grave. Tant qu'à moi, je suis pas On n'est pas maniaque de ça. regardant. Il y a juste ma femme qui me dit Hey, regarde ta peinture, là, tu l'as mal faite, c'est pas la même couleur. OK, chérie, va t'arranger ça. Mais C'est je bon, prends c'est bon. l'habitude de faire ça, puis je vais vous envoyer une Envoie-nous ton facture que adresse, Denis. On va te confier notre voiture. Ah, pas de problème. Oui. Non, ben, moi, vous dire une chose. Ça, je fais ça quand il fait bien beau, hein, puis quand il fait chaud, parce que. Tu nous diras c'est quoi ton taux horaire. Mais c'est facile à faire. C'est pas. Vous avez juste à vous essayer, vous allez voir que c'est pas plus compliqué que ça, à moins d'avoir des gros trous et des grosses bosses. J'ai même déjà débossé une carrosserie. J'avais fait une petite bosse, je l'ai débossé, puis j'ai mis un peu de poté, puis j'ai fait peinturer, puis c'est tout. C'est comme une recette de gâteau, hein? Alors, c'est le fun de partager des informations autres que celles sur lesquelles on travaille. C'est parfait, puis tout le monde va en profiter. Hein? Tous ceux qui sont intéressés vont bénéficier de tes références, Denis, et de tes trucs. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions portant sur ce fichier-là? Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si jamais vous décidez d'utiliser suivi des transactions, et que vous n'êtes pas tout à fait au clair avec la façon de faire pour faire la finalisation, ces totaux-là, sachez que dans le fichier suivi des transactions, il y a un onglet qui s'appelle Finalisation qui décrit la façon de faire, étape par étape, pour en arriver à un résultat comme celui-là. Et s'il y a une ou des personnes qui veulent qu'on fasse une rencontre portant spécifiquement sur comment on fait ça, bien, on fera une rencontre spécifiquement sur comment partir du suivi des transactions et en arriver à un résultat comme celui que je vous présente à l'écran. Alors, on le fera au besoin. Vous n'aurez qu'à me le signaler. D'accord. Est-ce que ça va? Oui. Moi, j'aimerais, tu nous as offert tout à l'heure là, par rapport aux fonctions d'Excel là, pour les sommaires. Moi, j'en ai déjà utilisé dans mon travail, mais j'avoue là, que ça fait un petit bout de temps là, que je n'ai pas joué avec ça. Alors, si jamais il y a d'autres personnes qui sont intéressées à les voir ou les revoir, moi, en tout cas, je serais intéressée, là, si tu es prêt là, à nous organiser une petite formation là, sur ces outils Excel. Merci. Oh, ça m'intéresse parce que je suis allé de me battre avec Excel. Là. OK. Donc, il y aurait Louise qui serait intéressée. Il y aurait Denis. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, moi, je serais intéressé, mais j'ai aussi une suggestion à faire. Si des fois, au lieu de vous battre, mettons, le soir avec un calcul quelconque, on peut aussi, en allant sur Google, chercher Excel, sommation entre 2 colonnes, puis ils vont vous expliquer, oui. Puis tout ce qui vous passe par la tête, bien, qui concerne Excel, évidemment, vous pouvez le demander, puis vous commencez votre recherche toujours par Excel sommation ou Excel recherche du maximum ou Excel ce que vous voulez. Excel sommation variable. Là, il va vous expliquer comment faire quand vous faites une sélection. Tu sais, ça, des fois, on se rend compte, on voit des choses, mais quand on l'utilise le soir, on dit « Oh, c'est pas tout à fait frais ou il nous manque un petit quelque chose pour nous aider. » Bien, au lieu d'attendre 2-3 jours, Google peut vous aider. Oui, bien, j'ai toujours trouvé les explications d'Excel dans l'aide un peu, comment dire, complexes. Mais souvent, moi, je vais sur des sites français. C'est souvent les en France qui vont, pour avoir la langue de notre côté, là. Ils vont faire un petit exemple puis dire « Ah, j'ai compris comment ça marche. » Puis là, tu l'essaies, tu dis « C'est le même. » Puis des fois, c'est ça qui fait cliquer le petit quelque chose qui manque. Oui, merci. Merci beaucoup, Jean, pour cette excellente suggestion. Alors donc, il y aurait Louise, Denis et Jean qui seraient intéressés à une formation éventuellement là, sur les outils de sommation d'Excel. Suzanne aussi. Suzanne. J'étais sûr que Suzanne était pour être avec nous autres. Non, mais j'en ai fait des fonctions comme ça, mais ça fait comme 20 ans. Là. Alors... Oui, un refresh, c'est jamais mauvais. Oui, Moi aussi, Bernard. OK. Louise. Parfait. Alors donc, on organisera ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce fichier-là, je vais le fermer.
Oui, voilà. Alors donc, le fichier est maintenant fermé. Si vous voulez bien, on va reprendre peut-être à ce moment-ci les questions, justement, je pense que ça fait une bonne suite. Les questions d'échange et de discussion. Je vais vous partager ça, le fichier sur les échanges et discussions. Donc, ça tombe pile, j'ai l'impression. Les questions qui étaient les suivantes. Utilisez-vous des outils budgétaires qui répondent à vos besoins d'information, de compilation, d'analyse, d'évaluation et de prise de décision? Avez-vous testé les possibilités de transfert de données bancaires pour une année entière? Puis, êtes-vous en mesure d'effectuer des traitements sur des données? Exemple, tri par catégorie, sélection, sous-toto. Alors, le dernier point, je pense que là, je vois qu'il y a un intérêt pour qu'on organise une formation, au moins une rencontre sur cet aspect-là. Ça se trouve être réglé. Il reste donc les deux autres questions. J'aimerais vous entendre si si vous souhaitez vous exprimer sur les deux autres questions. Bon, en fait, je peux comme casser la glace, là, comme on dit. Moi, c'est quand même très récent. Là. Je vous dirais que c'est pas mal depuis le début des formations que je suis avec Bernard, puis ça remonte là, à 2019. Là. Alors, ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, ben, en fait, j'ai récupéré les données là, de l'outil budget dans Accéder là, sous Desjardins, là, parce que mon compte d'opération est là. Mais évidemment, je vous dirais là, que j'ai actuellement là, une année, mais je n'ai pas encore effectué de tri, d'analyse et tout ça sur les données. Puis évidemment, je n'ai pas de catégorisation là, fine, au même titre que ce que Bernard nous a montré là, dans son propre suivi budgétaire là, et suivi financier. Mais c'est ça, avec les outils là, que tu nous présentes et que tu nous expliques, évidemment, moi, je veux m'en aller vers ça là, pour avoir une vue d'ensemble, puis aussi une vue détaillée plus précise là, de mes finances, toujours dans le but là, de pouvoir savoir où j'en suis, puis vers où je m'en vais. Là. Alors, c'est ça. Je n'ai pas encore d'outils là, bien adaptés à ce que je veux, mais ça va être la prochaine étape, je vous dirais. Mais au moins, là, j'ai des données sur un an avec lesquelles je peux faire des expériences, puis justement déterminer là, quels vont être mes besoins, puis à quel niveau de détail je veux pouvoir suivre mes finances. Voilà. Merci, Louise. Louise, est-ce que je peux me permettre? Je pense que je n'ai pas enregistré, hein? Je n'ai pas enregistré cette session-là. Ça vaut peut-être. Oui, tu es toujours en enregistrement. OK, c'est bon. OK. Alors donc, Louis, je voulais vérifier avec toi si tu serais intéressé à partir des données bancaires que tu as importées depuis ton compte bancaire, est-ce que tu serais intéressé à faire un test, c'est-à-dire à tenter d'associer une catégorie ou des catégories aux dépenses que tu as récupérées depuis ton compte bancaire? À tenter l'expérience, est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est long? Si tu as de la difficulté, moi, j'ai l'impression que c'est... en tout cas, le fait de partir des données bancaires, c'est une autre stratégie que celle que j'utilise. Alors, ça peut être aussi... je m'excuse, j'ai encore un autre téléphone. Un instant. Me permettez-vous? Un instant. Oui, bonjour. D'accord, je suis encore en formation. OK. Excusez-moi, c'est une erreur de composition. Alors donc, si tu veux faire l'essai de voir est-ce que tu es en mesure de faire ça, d'associer une catégorie à tes transactions, on pourra partir de ça pour faire un exercice de sélection et de tri et de réorganisation, de sommation par catégorie pour ton fichier si tu le souhaites. Ou sinon, si tu as de la difficulté, ben, moi, je suis prêt à t'aider à te trouver une façon de faire pour que ce ne soit pas trop difficile ou pas trop long à faire aussi pour associer des catégories à tes dépenses ou à tes revenus. Là. Alors,
Si tu veux faire un test, tu pourras le faire, puis me donner des nouvelles sur la progression de cet exercice-là, puis on pourra le compléter s'il y a lieu. En fait, pour l'instant, je te dirais que j'ai un élément à résoudre. C'est que moi, je fonctionne avec Apple, avec Mac. Puis là, je suis en train de regarder pour faire l'acquisition d'un PC, là, parce que là, je ne veux pas travailler avec Excel sous Mac. Là, ça ne me tente pas d'embarquer la, le Microsoft sur le Mac. Là. Alors, je vais essayer de me trouver de quoi. Donc, tant et si longtemps, puis là, j'ai commencé à faire du magasinage, là, mais tant que je n'aurai pas l'outil informatique pour pouvoir faire le travail, je préfère pas m'engager là, à faire un test là, dans l'immédiat. Là. Puis, c'est ça. Alors, j'ai ça à régler avant là, de me mettre à regarder tout ça. Mais je pense que je peux quand même, dans un premier temps, faire, comment je pourrais dire, la démarche là, telle que tu nous l'as proposée là, pour me développer un outil là, qui va me convenir sur la base de ce que tu nous as offert. Mais je n'ai pas vraiment envie, honnêtement, de partager mes données à tout le monde. Ah, je comprends. Alors, mais c'est ça. Mais ton aide sera toujours la bienvenue, Bernard. Je te remercie. J'aimerais aussi que tu vérifies si ton institution financière, sur le site de ton institution financière, tu es en mesure de catégoriser tes transactions. Oui, je le fais déjà. Là. J'ai déjà des choses là, que je peux catégoriser lorsque je vais dans l'outil budget. Là. OK. Mais c'est sûr que j'ai pas fait l'exercice là, de faire, par exemple, les dépenses fixes, les engagements fixes versus les variables et tout ça. Là. Ça, je trouve que c'est intéressant parce que, bon, je pense que j'aurais une meilleure vue d'ensemble là, de où va mon argent, finalement, là, puis comment aussi, quels sont les pourcentages que j'attribue à chacune des dépenses de façon mensuelle et annuelle. Mais c'est pour ça que les outils que tu nous as présentés, je les trouve inspirants. Le fait que tu établisses une charte puis que tu catégorises là, vraiment les dépenses. Là. Mais c'est à moi là, de déterminer là, justement jusqu'où je vais là-dedans, là, dans le niveau de détail. Là. Mais j'ai encore une réflexion à faire là-dessus. Puis comme vous mentionnais, là, je préfère avoir l'outil PC avant d'entreprendre cette démarche-là, parce que ça ne me sert à rien de vouloir faire ça sur le Mac actuellement avec Numbers, là, parce qu'il ne prend pas en charge les macros là, d'Excel. Sauf que Louise, je vais te rajouter juste un petit détail. C'est que acheter un PC juste pour faire ça, je ne suis pas sûr qu'il y a d'autres façons de faire. Par exemple, tu peux avoir le logiciel d'Office pour étudiants et familles, là, pour à peu près qui va marcher sur ton Apple sans problème. Puis tu vas faire la même chose sur Apple. Là. C'est pas une question. C'est pas une obligation d'avoir un PC. Mais c'est parce que, oui, je comprends, mais c'est parce que toi, est-ce que tu l'as déjà utilisé, Office Famille, là, sur Apple? Oui, pas sur Apple, mais peut-être que c'est peut-être moins performant. C'est moins performant. Moi, les informations que j'ai eues, là, c'est qu'il y a certaines, comment je pourrais dire, il y a certaines formules là, qui fonctionnent bien, mais pour d'autres types de manipulation, là, c'est so-so, puis on a zéro support sur Apple. Ah ouais, ça. Moi, je peux te dire que... C'est un peu pour ça, puis je pense que je peux me trouver un ordinateur portable reconditionné là, qui ne me coûtera pas une fortune, puis qui va me permettre de le dédier à ça pour les années à venir. En achetant la licence d'Office, sans avoir le 365. Là. Je peux te dire que non, sans le 365, ça, c'est une aberration, ça, parce que tu as de la mémoire, du stockage en même temps qui est fourni avec ça. Mais ce que j'allais dire, c'est que tes fichiers PC de Excel, tu peux les lire sur Apple. Oui, je peux les lire, mais il ne... Tu ne peux pas les modifier. Il ne prend pas les macros. À chaque fois que j'ouvre un fichier Excel sur Apple, sur Numbers,
tout de suite, là, puis c'est clair parce que j'ai essayé avec le révélateur, j'ai essayé avec le signet, il n'y a rien à faire. Il y a un paquet de formules qui ne passent pas, puis de macros qui ne passent pas. Il ne les prend pas en charge. Ouais, je Alors, comprends. il faudrait que je sois assez bonne en programmation sur Numbers pour transposer tout le travail que Bernard a fait sur Excel et ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est pour ça que je préfère aller me chercher l'outil PC. Puis je Ouais. pense que c'est Parce ça. que Ça peut être un bon investissement pour moi parce que ça va me permettre de faire ma planification financière à long terme avec de quoi qui va risquer de fonctionner pas mal plus longtemps là, que. le problème auquel tu vas avoir à faire face, je te le dis tout de suite parce que j'ai 2 environnements, c'est de souvenir dans quel environnement tu es parce que ça devient les façons de faire pour aller chercher des fichiers ou des choses semblables sur Apple puis sur Microsoft, Windows 10 sont bien différentes les unes des autres. Mais c'est un entraînement. Oui, mais lorsque je travaillais avec Microsoft. Je travaillais sur Windows. Ça fait que Excel, je l'ai utilisé. Ça fait que je ne suis pas inquiète là, de passer d'un à l'autre. C'est sûr que ça va être une adaptation, là, Ouais, mais une réadaptation, je dirais. Là, mais ça ne m'inquiète pas. Là. C'est pas, d'accord. ouais. Mais je te remercie, Denis, pour tes conseils. Parce que je suis Louise, souvent mélangé entre les 2 plateformes. Louise, moi, je t'invite aussi à évaluer l'opportunité à ce moment-là d'acheter usagé. Peut-être que ça existe un ordinateur avec déjà Windows installé et la suite Office installée, peut-être. On ne Si c'est fera le pas cas, ça. ça ferait une solution moins chère qui ferait le travail. Oui, mais c'est tellement. Il y a des PC aujourd'hui à 500$, là. Ils sont Oui, flambant neufs, puis ça va faire la job en masse. oui. C'est Mais pas le très PC à disponible. 500 ne comprendra pas la suite Office. Ah, c'est sûr. Et si on veut acheter la suite Office, ben, il ne reste que la suite 365. On ne Non. peut plus acheter Oui. les versions, je pense, euh, Faux. on peut les Ouais, acheter encore? on peut Tu peux encore encore. avoir l'option famille et étudiant. Ah, OK, Oui, c'est bon. oui, oui, je l'ai vu. D'ailleurs, c'est ça, j'ai vu Office, la version 2013. Ouais, J'ai vendu une centaine de dollars. Puis ouais, j'ai vu la 2019, là, elle. ouais, Je ne suis pas sûre que j'aurais besoin d'aller chercher la 2019, là, mais j'ai vu que la 2013 est encore disponible ouais. chez des fournisseurs. J'ai Si vérifié ça vous me aussi. dites que Office 2013, ça fonctionne bien pour tous les fichiers, Bernard, que tu as développés, moi, Il y a 2 choses qui sont disponibles. Il y a Office personnel puis Office famille et étudiant. ouais, Ça, ben là, moi, ce que j'ai vu, c'est famille et petite entreprise, là. c'est ce que j'utilise moi aussi. C'est ça. Puis j'irai vers ça, moi. Je pense que c'est suffisant là, pour les besoins. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Bernard? Ah oui, c'est parfait. Tu vas être en meilleur. Tu n'auras pas de contraintes à ce moment-là. Tu vas avoir accès à tout. C'est parfait. À ce, Merci. à ce moment-là, Moi, j'ai Louise, une on pourra question se pour parler Denis. tous les deux en fonction des plateformes. Euh, moi aussi, je veux faire du pouce sur ce que Louise vient de dire. J'ai magasiné, j'ai passé mon temps à essayer de magasiner. J'ai changé l'Internet, ça ne marche pas mieux. J'ai magasiné, j'ai été voir famille étudiant aussi, là, que je pourrais acheter. Là, ce que je me demandais, c'est si je l'installe sur mon ordi pour faire le test, parce que moi, avec ce que j'ai, là, LibreOffice, en tout cas le logiciel libre, là, je ne suis pas capable non plus d'aller chercher tes fichiers. Ça dit tout le temps qu'il y a des fonctionnalités d'Excel qui ne marchent pas. J'ai Excel dans OneDrive, mais là, ça, c'est l'enfer. C'est long, ça ne travaille pas bien. Fait que moi aussi, je suis rendue à magasiner. Et la famille étudiant, là, je pensais d'essayer ça. Mais là, je voulais l'acheter hier pour la mettre sur mon ordi pour vérifier. Mais le gars me dit que si j'achète un ordi dans 3 semaines, parce que là, ça ne marche pas, ben, je ne pourrais pas. Il va falloir que je rachète un autre famille étudiant. En tout cas, j'aurais besoin de conseils, moi aussi, là. Puis quand vous parlez d'ordinateur usagé, je ne sais pas à quel endroit aller. Je suis allée chez Bureau en gros faire tester mon ordi, mais ils m'ont dit qu'à cause de la COVID, il faut qu'il le garde une semaine. Fait que, en Il tout est en cas, quarantaine. ouais. Fait que, puis il y a même quelqu'un qui me dit, tu sais, je suis allée à plusieurs endroits, là, puis c'est comme un peu du n'importe quoi, là. Il y en a un qui me dit qu'il est en pénurie d'ordi, qu'il fallait que j'en achète un tout de suite.
En tout cas, je suis revenu chez nous, puis j'ai rien fait. Mais à part essayer de faire marcher les fichiers puis d'avoir des cauchemars, moi aussi. Là. Fait que, mais pour revenir à la question de Bernard, moi, j'ai plein d'outils développés qui sont tous individuels. Là. J'en ai un pour la moto, je calcule mon autonomie de gaz. En tout cas, il y a plein de petits fichiers ordinaires. Et mais ils sont tous individuels. Quand j'arrive à la fin de l'année, là, ben, ça ne balance pas mon affaire. Fait que c'est pour ça que je suis très intéressée à essayer de mettre mes données dans les fichiers que Bernard a développés. Je trouve que c'est une expertise extraordinaire. Je veux en profiter, je suis très motivée. Mais là, je suis boguée avec la technologie, puis je passe des heures et des heures à essayer de faire marcher ça. Des tests avec Internet, pas Internet, enlever mon logiciel de sécurité, ça a l'air que ça irait plus vite, en tout cas. Puis je ne sais pas, mais à force de faire des affaires, puis aller sur les sites Google, comment est-ce que je fais, que faire, je fais des choses, puis j'ai l'impression que je rempire mon affaire. Fait que j'en suis là. Ça me fait du bien de vous en parler ce matin. Écoute, Louise, moi, ce que je peux te dire, c'est qu'une des stratégies que tu pourrais utiliser pour faire ton magasinage, c'est d'abord, regarde qu'est-ce que tu veux faire. Avec ce que tu veux faire, tu vas pouvoir décider quels sont les logiciels dont tu as besoin. Une fois que tu sais quels sont les logiciels que tu as besoin, tu vérifies les spécifications requises par chacun des logiciels que tu veux utiliser. Si tu veux utiliser 5, 6, 7, 8 logiciels, vérifie chacun des 6, 7, 8 logiciels et chacun va pouvoir te dire qu'est-ce qu'il a besoin comme microprocesseur, comme mémoire pour être fonctionnel. Alors, tu vas pouvoir vérifier si l'ordinateur que tu a les composantes requises pour faire fonctionner tous les logiciels que tu veux utiliser. Ben moi, j'avais Excel, là, mais je l'ai perdu lorsque j'ai fait venir quelqu'un qui a fait un reboot de mon ordi. Puis là, la clé de tout ça, je ne la trouve plus parce que ça fait longtemps. Là. Fait que là, je l'ai perdu. Mais dans le fond, j'ai besoin juste d'Excel. Je pense que famille étudiant à 160$, ça serait bien correct. Là. Parfait. Alors, à ce moment-là, vérifie sur le site de Microsoft qu'est-ce qui est requis comme composante d'ordinateur pour faire fonctionner cette version-là de Excel et vérifie ensuite si l'ordinateur que tu possèdes a ces composantes-là, la mémoire et le processeur en question. Si ce n'est pas le cas, ton ordinateur, tu auras beau te battre avec lui et faire des cauchemars à la douzaine, ça ne fonctionnera pas plus. Alors, il faut vraiment que les deux soient adaptés l'un à l'autre, que le logiciel soit compatible avec l'ordinateur, que l'ordinateur permette de faire fonctionner les fonctionnalités des logiciels que tu veux utiliser. Alors, la stratégie, donc, vérifie d'abord les logiciels que tu veux utiliser, vérifie les exigences des logiciels, vérifie les composantes de ton ordinateur et si ça ne correspond pas, assure-toi que l'ordinateur que tu vas acheter possède ces composantes-là. Mais ça marchait avec, quand je l'avais, là, ça fonctionnait très bien. Mais là, les gens, ce qu'ils me disent, c'est que mon ordinateur, il y a 8 ans, puis il est à l'agonie, puis il faut que j'en achète un autre. Ah, Fait que ça, là, ça veut dire. c'est vrai, ça, ou c'est pas vrai? Ben, avez-vous des. Est-ce qu'il est lent? Ben, il est pas lent quand je travaille pas sur OneDrive. Ça vous prend combien de temps pour booter? Ben, ce matin, pour booter, ça a pris 3 minutes là, pour le partir. Oh Mais boy. c'est quand je vais sur OneDrive que c'est super long. Ouais, ben ça, c'est réseau, hein. Ça fait qu'il y a bien des composantes là-dedans. Moi, je vois sur OneDrive, puis des fois, c'est lent aussi, mais ça ne dépend pas de mon ordinateur, ça dépend du réseau. C'est là que je ne sais plus où est-ce que ça dépend pourquoi. Moi, j'ai un commentaire à faire, par exemple. Quand vous achetez un ordinateur, là, la durée de vie officielle, c'est 5 ans. Comme une voiture, c'est 10 ans. Fait à l'image de la voiture, on peut faire 13, 14, 15, mais tout ce qui est en haut de 10, c'est du bonus. Hein? Si on se débrouille, si on peut réparer sa carrosserie, si on fait bien nos affaires, on va faire plus que 10 ans. C'est la même affaire pour un ordinateur. Dites-vous que c'est pour 5 ans. Puis,
quand vous faites 6, 7, 8, 9, 10 ans, là, vous êtes dans le bonus. Là. D'accord. OK. Pour étendre la vie d'un ordinateur, ça prend des connaissances techniques. Puis si vous ne Oui, les c'est avez ça. pas, Il y en a qui sont plus débrouillards. Ils vont dire, j'ai mon ordinateur à 10 ans, 11 ans, puis souvent, ils ne dépasseront pas ça parce qu'ils sont tellement débrouillards qu'ils vont se rajeunir à pas cher. Là, mais... ben ouais, moi, c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai changé mes mémoires. J'ai changé mon disque en SSD disque, puis j'ai des performances très bonnes, mais ça fait, ça fait peut-être au moins 8 ans que j'ai cet ordinateur-là. Puis ça, Mais Non, c'est mais un j'avais- ordinateur de bureau et non un portable. c'est un portable. Parce que moi, mon portable, là, ils m'ont dit que ma carte, quelque chose, là, Mémoire? était liée au processeur, puis il n'y avait rien à faire. Mais ils n'ont pas ouvert l'ordinateur, ils me dit ça de même. Ouais. Oui, mais souvent, c'est. Non, mais ils sont capables de le voir. Puis OK. souvent, c'est ça. Les gens, au moment de l'achat, ils achètent, je vais donner un exemple, là, ils achètent ce qu'il faut qui marche aujourd'hui. Mettons 32 de mémoire. Puis 5 ans après, tout, ça prend 64 de mémoire. Mais là, ça coûterait très cher à rafraîchir notre ordinateur. OK. Ça coûterait plus cher après 5 ans, grossir à 64 un portable, que de dire au moment de l'achat, là, c'est 32 que j'ai besoin, mets-le-moi là tout de suite à 64. Je vais payer l'extra. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. Alors, c'est pour ça que c'est comme ça que les ordinateurs deviennent désuets. Là. C'est que ça ne vaut plus la peine en termes de coût de mettre des sous là-dedans pour le rafraîchir. Oui, puis je trouve ton commentaire très pertinent. Là. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai acheté mon Mac. Tout de suite, j'ai fait augmenter la RAM. Tu sais, Oui. tout de suite, là, j'ai dit, garde, tu m'en mets plus, là, parce que je sais que je veux l'avoir pour un bout. Puis, tu sais, c'est des bonnes machines. C'est que jusqu'à maintenant, là, j'ai pas eu de trouble, moi, avec cet ordinateur-là pour ce que j'ai besoin, pour mes besoins. Là. Sauf que là, évidemment, c'est bon, en tout cas, je ne reprendrai pas mon laïus de tantôt, là, mais c'est ça. Tu sais, c'est effectivement, si on veut le garder longtemps, il faut prévoir à long terme, puis déjà tout de suite installer la mémoire additionnelle là, qu'on veut, puis d'aller chercher vraiment des vitesses. Parce qu'aujourd'hui, les processeurs sont beaucoup plus rapides que ce qu'il y avait là, il y a 5 ans. Là. Oui. C'est ça. Tu vas chercher ce qu'il faut, puis tu es capable de faire un bout. Mais personnellement, je l'ai fait pour mon poste fixe puis mon portable. Je les ai payés l'extra pour avoir 64 de plus au lieu de 32 à l'époque. Puis aujourd'hui, les deux ont plus de 5 ans, puis ils roulent encore. Puis j'espère me rendre à 10 avec. Là, mais je suis conscient que je suis dans les années bonus pareil. Là. Tu sais, ça ne veut pas dire que je vais me rendre à 10. Là. Peut-être qu'après 8 ans, je vais dire, ben là, c'est assez. On change. Un peu comme Bernard expliquait une voiture, ben là, elle me coûte 5 000 $ de réparation. On change. Il y a une étude de coût-bénéfice d'une part, C'est comme et ça aussi la capacité des composantes qui sont souvent limitées, qui sont d'une génération donnée, et ils sont adaptés au logiciel de cette génération-là. Si on change de génération de logiciels, souvent les logiciels des générations suivantes sont souvent plus gourmandes, plus lourdes aussi. À ce moment-là, ça prend un ordinateur qui est rehaussé pour pouvoir les faire tourner. C'est un petit peu ça, c'est le dilemme avec lequel on doit travailler. Mais le principe de base, c'est d'acheter un ordinateur pour les logiciels dont on a besoin et il faut faire notre analyse de besoin avant de partir. Il faut être sûr que l'analyse qu'on fait, elle va tenir la route pour les prochaines années. Il ne faut pas faire une analyse de besoin trop limitée, trop restreinte avec des œillères. Il faut voir large pour pouvoir avoir une utilisation plus longue. Voilà. Donc, on a dérivé sur des problèmes techniques, mais c'est important de les résoudre pour être fonctionnel et être à l'aise aussi pour travailler. Parce que lorsqu'on rencontre des problèmes techniques, on subit un stress et des frustrations dont on peut facilement se passer. Alors, c'est ça. Là, je ne sais pas si, vous, de votre côté, là, je vois qu'il y a un intérêt pour l'apprentissage de certaines fonctions. L'utilisation des capacités de transfert de données. Je vois que Louise l'a fait. Je sais que Denis aussi l'a fait. Ah ouais, en maths. Alors, moi, ce que je veux vous dire, c'est que je vois qu'il y a un intérêt là, pour ce que je vous ai montré, suivi les transactions, mais ne vous sentez pas obligé d'utiliser suivi les transactions. Si les applications que vous utilisez déjà font votre affaire, si ça répond à vos besoins. L'objectif, en fait, Bernard, c'est une bonne remarque. Moi, j'ai commencé à faire des transferts parce que
je faisais des transferts d'informations bancaires à tous les mois. Puis je faisais des sommaires à tous les mois. Puis en fin d'année, je faisais ça. Mais tu as certains de tes fichiers que j'ai regardés qui sont plus intéressants, que je vais commencer à transférer tranquillement. Vu que c'est l'année 2020 à l'heure actuelle, puis on a le temps avant la fin de l'année, ben, je commence à faire ça tranquillement. Je commence à faire le transfert. J'ai déjà commencé à faire le transfert sur Budgeto, qui est intéressant. Puis je vais commencer tranquillement aussi à le faire sur les transactions, là, avec les engagements pour commencer tranquillement. J'aurai 3 mois pour faire le job pour les fichiers tranquillement, là, d'une année à l'autre. Puis il y en a au moins 2, 3 que je vais commencer tranquille, que j'ai commencé. Puis à explorer sur celui des transactions, je me posais des questions sur la méthodologie. J'ai obtenu ces questions-là. Ça va me permettre de commencer à faire des transferts tranquillement, par remplir les fichiers d'engagement au fur et à mesure, puis commencer à structurer mon affaire. C'est sûr que ce que tu as fait sur les bilans, en grande partie, je n'ai jamais fait aussi détaillé que ça, mais il y a des. Ce que je faisais, c'est que je mettais des commentaires dans les champs, par exemple, des dépenses, quand j'avais des dépenses ponctuelles pour des projets particuliers. Je trouve ça intéressant la façon dont tu l'as fait, par exemple, d'identifier ça plus clairement sur les questions de dépenses ponctuelles qui t'arrivent, qui ne sont pas forcément des dépenses courantes. Ça, c'est une chance que je vais utiliser, c'est sûr. Ben, c'est bien. En tout cas, Denis, au fur et à mesure, Denis et aussi les autres, là, si vous choisissez de faire le saut vers suivi des transactions, si vous rencontrez des difficultés, vous avez des questions, prenez-les en note, ne faites pas de cauchemar, puis contactez-moi. Ah, j'en Puis, ai. ben, c'est ça. À ce moment-là, moi, je vais pouvoir vous aider à vous dépanner rapidement parce que j'ai de l'expérience avec ça et vous allez pouvoir progresser plus rapidement, plus rondement. Ben, Alors, donc, en dehors de ça, là, vous avez mon adresse de courriel, vous avez mon téléphone. Alors, il n'y a pas de gêne si vous avez un besoin par rapport à ça. Mon objectif, c'est de vous faciliter les choses et que ça ne vous prenne pas trop de temps, que vous consacriez pas trop de temps à vous occuper de vos finances, mais plutôt à vous occuper de tout ce qu'il y a de beau dans la vie à part les finances là, qui ça peut nous être intéressent et qui intéressant. nous interpellent. Ouais, ça peut être intéressant de partager les expériences que les gens ont avec ces différents fichiers-là, comme Budgeto, par exemple. Je me suis posé certaines questions que j'ai résolues à ma manière, mais c'est sûr que je peux te donner un exemple. Dans Budgeto, par exemple, le pourcentage d'imposition, le taux d'imposition, on rentre les revenus bruts et non pas les revenus imposables. Le pourcentage de taux d'imposition, c'est toujours par rapport aux revenus bruts. Mais par exemple, le fractionnement aussi des revenus, il faut savoir comment les rentrer là-dedans. Mais c'est faisable. Je me suis battu un petit peu avec ça, là, mais j'ai trouvé les moyens de. J'ai fait une ligne supplémentaire qui est celle du taux d'imposition avant fractionnement puis après fractionnement, sans avoir les papiers nécessaires, parce que je fais ça pas en partageant les revenus du régime des rentes du Québec ou d'autres rentes, mais je le fais à la fin d'année, juste à des fins d'impôt. Et non pas officiellement, ça n'a pas d'impact sur l'encaissement ou le décaissement, par exemple, des revenus de retraite comme tel. Ça reste séparé, mais l'impôt, je profite du fractionnement des revenus. Et puis, tu as une entrée qui est là-dedans, qui est fractionnement avec impôt ou sans impôt. Je regarde ça, c'est intéressant. Puis, je me suis battu un petit peu avec, mais finalement, ça a fait le job. Il y a aussi, Denis, le fait que Budgeto, c'est un onglet. C'est Ouais. l'onglet de budget de Budgeto. Mais dans Budgeto, il y a plusieurs onglets. Il y a En un masse. onglet strictement pour traiter l'impôt fédéral, un onglet pour traiter strictement l'impôt provincial. Ah, j'avais pas remarqué ça. Non, ben, en fait, c'est que ce que je vous ai envoyé, c'est un extrait de Ah, l'onglet budget du calculateur Budgeto. Et Budgeto a peut-être une dizaine d'onglets. ah, Alors donc, j'ai envoyé un morceau parce qu'on travaillait l'aspect budget. Alors, je me suis dit, si vous refaites votre budget par les suggestions que je vous donne, ben, je me suis dit, pourquoi ne pas vous montrer déjà la structure qui est dans Budgeto pour que si vous faites un changement, si vous utilisez celui-là, vous pourrez plus facilement utiliser Budgeto puisque vos données seront déjà structurées de la même façon. je serais intéressé à avoir le fichier au complet de Budgeto. Tu vas l'avoir au complet lorsqu'on sera rendu là.
Parce que pour l'impôt, c'est la prévu. point d'interrogation, c'était l'impôt, parce que j'ai regardé comment tu avais calculé l'impôt. Je disais, attends un peu, là, minute, il a Oui. fait ça. C'est ça. L'impôt se calcule automatiquement. Tu vas avoir certaines données à entrer, mais les calculs se font automatiquement. Ouais, Alors, j'ai vu ça. on pourra regarder ça à On ce en moment-là. reparlera. Ouais. On regardera ça à ce moment-là et c'est ça, on va régler cette situation particulière-là que toi, tu as, le fractionnement. Moi, je ne la vis pas, donc je ne l'ai pas traité, mais on pourra rajouter ce qu'il faut dans Budgeto pour qu'on puisse traiter le fractionnement. Je l'ai fait. Il y a une ligne pour ça, mais c'est intéressant. C'est bon, c'est bon. Alors, si on a terminé les questions d'échange pour ce matin, il est 10h28, peut-être qu'on pourrait prendre une pause et reprendre dans 15 minutes à 10h et dans 10 minutes, donc à 10h38. Est-ce que ça vous convient? Tout à fait. Oui. Parfait. Alors donc, j'interromps l'enregistrement.